Bon, donc maintenant, on va regarder les gaz réels. C'est peut-être la première fois que vous arrivez à une conséquence comme ça où je vous dis que la réalité est vraiment compliquée, donc on ne peut pas toujours être précis. Donc, il faut écrire des équations générales. Ensuite, dans la prochaine leçon, on va faire des choix particuliers en modélisant la réalité. Ce seront des modèles pour lesquels on peut faire des calculs. OK, donc commençons. Donc aujourd'hui, dans cette leçon en particulier, on va définir Z, ce qu'on appelle le facteur de compression. La température de Boyle, dénotée avec un B majuscule. Donc, ce n'est pas la même chose que la température d'ébullition. Et la propriété de la condensation. Donc, voilà trois choses qu'on va définir et on va regarder pour un gaz réel en général. La prochaine vidéo concernera un modèle de la réalité où on calculera ces trois choses. Bon, donc on commence avec le facteur de compression. On définit directement Vm cercle, ce que ça veut dire, le volume molaire d'un gaz parfait. Donc, si le volume molaire représente un gaz parfait, qu'est-ce que ça veut dire? On a que PVm0 est égal à RT. Ou qu'est-ce qui est arrivé au N? C'était inclus dans la définition Vm. Donc, en particulier, Vm0, c'est volume d'un gaz parfait divisé par nombre de moles. Bon. Ensuite, on a Vm, le volume molaire du gaz réel. Donc, encore une fois, quand je dis réel, je veux dire quelque chose qu'on voit en réalité, pas un modèle en particulier. Donc, on peut mesurer dans un laboratoire. Et bien entendu, c'est V divisé par N. Z, défini comme le facteur de compression, O, définit la proportion Vm sur Vm0. Donc, si vous voulez, on peut mettre ça d'une autre façon. Vm est égal à Vm0 fois Z. Ensuite, on sait que Vm0, c'est RT sur P. On peut réarranger tout ça. Vm, c'est égal à Z fois RT sur P. Ou, si vous voulez, PVM du gaz réel est égal à RTZ. Donc, ça, c'est une forme empirique. Z est une quantité empirique. On ne peut pas prédire sa valeur, il faut le mesurer ou le modéliser. Donc, Z est empirique. Il faut soit le mesurer, et quand je dis mesurer, je veux dire avec un appareil dans le laboratoire, ou modéliser avec des arguments sur papier. Donc, c'est une quantité qu'on ne peut pas simplement prédire sa valeur. Okay. Cependant, il y a trois cas qui sont importants. Donc, si Z est égal à 1, bien entendu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Vm est égal à
VM0, on a gaz parfait. Si VM est inférieur à VM0, ça veut dire que Z est inférieur à 1. On a des interactions intermoléculaires qui sont présentes. En particulier, ce sont les attractions qui sont dominantes. Et si VM est supérieur à VM0, c'est l'inverse, les répulsions sont dominantes. Bon, donc on peut faire un dessin parce que c'est très instructif, je dirais. Bon, donc on passe à la prochaine. Donc on fait un diagramme de Z versus P. Donc, un message qui est très important, c'est qu'un gaz parfait, même si ce n'est pas la réalité, est une première approximation à la réalité. Les gros comportements qu'on comprend sont encore valides. Donc, si on augmente la pression, le volume va diminuer. Pas exactement de la même forme que pour un gaz parfait, mais encore une fois, si on augmente la pression, le volume va diminuer. Donc, même si ce n'est pas exactement P est égal à 1 sur PV est un constant, on a une dépendance. Donc, si P est grande, V est petit. Donc, pourquoi est-ce que c'est pertinent? Parce que sur cet axe, j'ai dessiné pression. À une très haute pression, on aura un très petit volume. C'est ça le message. OK, donc la ligne pertinente, c'est unité. Pourquoi? Parce que quand Z est égal à 1, le volume molaire du gaz réel, c'est la même chose que le volume molaire d'un gaz parfait. Si c'était vrai pour n'importe quelle pression, c'est un gaz parfait. Okay. Je veux préciser, un gaz parfait est un modèle idéalisé, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Donc, voici plusieurs exemples pour des gaz qui ne sont pas parfaits. On a hydrogène, on a CH4. OK. En principe, ces courbes sont lisses. Je suis désolé. On a C2H6, puis on a NH3. Okay. Je vais essayer de le redessiner. Ça coupe l'image, puis beaucoup plus tard, comme extrêmement à droite, ça va couper l'axe encore, mais on n'est pas intéressé à ça. NH3. Okay. Donc, il y a deux régions importantes. Donc, dans cette région-là, on a Z qui est plus grand que 1. Ça veut dire que VM est plus grand que VM du gaz parfait. On a les répulsions qui sont dominantes. Puis, quand Z est inférieur à 1, c'est l'inverse. On a VM qui est plus petit que VM du gaz parfait. Ce sont les attractions qui sont dominantes. Bon, pourquoi est-ce que les attractions pour NH3 sont beaucoup plus fortes que pour les autres? Si vous dessinez H2, CH4 et C2H6, vous verrez, j'espère, que les trois sont symétriques, aucun moment dipolaire permanent. Par contre, NH3 n'est pas symétrique, pas complètement symétrique, on a une symétrie particulière. On a un moment dipolaire permanent, donc les interactions NH3-NH3 sont beaucoup plus fortes que pour les autres gaz. C'est pour cette raison pour laquelle le minimum de ce courbe n'est même pas vu sur le graphique. Les interactions sont beaucoup plus fortes pour NH3 que pour H2, CH4 et C2H6. Bon, donc l'autre message de ces diagrammes-là, c'est que
À basse pression, donc quand pression tend vers 0, tous les courbes vont toucher 1. Donc dans la région où la pression est très 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 petite, tous les gaz s'approchent du valeur 1. Bon, quand on augmente la pression, pour tous les gaz sauf hydrogène, on a une région dans laquelle on a des attractions qui sont dominantes. Quand on continue d'augmenter la pression, les molécules veulent se superimposer et ce n'est pas possible, donc les répulsions deviennent très 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 dominantes. Donc pour tous les cas, sauf hydrogène, parce qu'il n'y a aucune région attractive, ou disons la région attractive est extrêmement petite, on a une région dans laquelle les attractions sont dominantes, puis quand on continue d'augmenter la pression, on a des répulsions qui sont dominantes. Bon, donc en gros, c'est ça le comportement. On va le développer dans une série, puis on va le voir de deux façons. Ensuite, on regardera la température de boil puis la condensation. Bon, donc, il y a deux façons de développer le PVM est égal à RTZ. Donc, et ce sont appelées les équations virielles. Pourquoi ce nom-là, j'ai aucune idée. Mais c'est le nom pour ces équations. Donc, le premier, on dit que PVM, c'est RT fois 1 plus un coefficient, le coefficient est B, un coefficient B' fois P, plus un coefficient C' fois P au carré, plus un coefficient, etc. Donc, ce série-là, c'est une approximation pour Z. En principe, si on sait les valeurs, c'est Z. Donc, ce sont quoi B' puis C' et D' sont des coefficients empiriques qu'il faut mesurer. Le fait qui est très important, ils sont fonction de la température. Bon, donc là, on peut développer Z comme une série en P. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'en principe, le premier terme qui est 1, qui représente un gaz parfait, est beaucoup plus grand que B' fois P, qui est beaucoup plus grand que... mes signes sont à l'inverse, ce qui n'est pas bon pour la pédagogie. 1 qui est beaucoup plus grand que B' fois P, qui est beaucoup plus grand que C' fois P au carré, etc. Donc, les termes dans cette série deviennent de plus en plus petites. C'est une approximation qui est acceptable. Bon. On peut aussi le développer comme une série en 1 sur Vm, et c'est la forme qu'on fera. Donc, on peut aussi essayer de dire que PVM, c'est RT 1 plus B, un coefficient différent que B' fois 1 sur Vm, plus C sur Vm au carré, plus D, Vm au puissance 3, etc. C'est une approximation différente pour Z, et c'est acceptable si on a la même tendance. Donc, si les termes deviennent de plus en plus petits, c'est acceptable comme développement pour Z. On va voir que avec des modèles pour le deuxième coefficient, on arrive à des résultats qui sont pas si mal que ça. Bon, donc, encore une fois, les coefficients B, C, D sont empiriques. L'ensemble de tous les coefficients sont empiriques, donc B, C, D, etc., empiriques. On ne peut pas prédire leur valeur, c'est ça ce qu'on dit. Et encore une fois, ils sont en fonction de la température.
Bon, donc on va résumer un peu ce que j'ai dit sur cette acétate-là. Donc, il faut préciser que même si donc, dans ce graphique, dans cette région-là, tous les gaz vont tendre vers unité. Ils ne comportent pas complètement comme les gaz parfaits dans cette région, donc il faut le préciser. Donc, même si on recouvre dans la limite quand P devient 0, les autres propriétés du gaz ne sont pas nécessairement les propriétés d'un gaz parfait. Et anciennement, j'ai essayé de vous donner un exemple. Ça donnait des arguments qui ne servaient pas à grand-chose. Donc, on évitera cette discussion-là. Les autres propriétés du gaz ne sont pas celles d'un gaz parfait. C'est important à savoir. Okay. Je viens de dire 2 fois que les coefficients sont fonction de la température. Donc, il y a une température particulière à laquelle le premier coefficient, soit B ou B', devient 0. À cette température-là, le premier terme correctif dans la série devient 0. Puis, on a le comportement d'un gaz parfait sur une plus grande région de la pression. À une plus haute pression, les termes sussexes. Donc, on va écrire ça en premier. Donc, il y a une température précise, une en parenthèse où B' devient 0. Okay. C'est ce qu'on appelle la température de Boyle. Puis T, B majuscule. Donc, à TB, on a PVM, c'est égal à RT fois 1 plus 0, parce que B ou B' est égal à 0. Donc, le deuxième terme dans la série devient 0. Le troisième terme est petit. Donc, sur une plus grande région de pression ou volume, on a le comportement d'un gaz parfait. Donc, ATB qui est déjà écrit, l'équation du Viriat devient soit ça ou l'expression en termes de pression. Le gaz comporte OK, on va dessiner des courbes pour en l'emphasiser. OK, donc encore une fois, si on fait un diagramme de Z versus pression,
Encore une fois, la valeur intéressante, c'est 1. Si on a une valeur tout part, on a un gaz parfait. Donc, pour un gaz parfait, on a une ligne horizontale qui est superimposée. Pour un gaz particulier, à une température à une température plus basse que la température de boil, on a un comportement comme ça. À la température de boil, on a quelque chose comme ça. Donc, on a un comportement pratiquement parfait versus quand P est petit. Puis, à une température plus élevée, on a quelque chose comme ça. Donc, à la température de boil, on a le comportement d'un gaz parfait pendant une plus grande région de la pression. Ce qu'on a dit au moins 3 fois. Bon, donc, on a discuté le facteur de compression, la température de boil. Le phénomène qui est extrêmement important pour un gaz, c'est la condensation, où on s'arrête d'avoir un gaz. Donc, on va discuter ça. Là, on va faire un dessin de la pression versus le volume. Donc, disons qu'on a une espèce en particulier. Donc, puis pas le volume, voilà. Donc, si vous suivez le livre Atkins de Paula, que je suggère, il y a au moins une copie disponible à la bibliothèque. C'est la figure 1,15 et c'est l'exemple de CO2. Okay. Encore une fois, CO2 ne fait pas de la condensation, mais la sublimation. Le traitement qu'on donne est pratiquement la même. Donc, on peut oublier les différences. Bon, donc, on sait le comportement de la pression avec le volume. Pour un gaz parfait, on a des isothermes qui ont une forme comme ça. Donc, à très haute température, 50 Celsius, c'est très haut pour moi, on a le comportement d'un gaz parfait. À une température moins élevée, on a quelque chose, disons comme ça, qui n'est pas le comportement directement d'un gaz parfait, mais pas si mal que ça. Ensuite, il y a une température précise à laquelle on a un comportement comme ça. Et le point là est très important parce qu'à ce point-là, on a un changement de comportement. Ensuite, il y a une région en bas qu'on va discuter tantôt. Puis, donc, cette température-là, on l'appelle C. La température critique qu'on va définir tantôt. Puis, à des températures inférieures à celle-là, on a un comportement très penché. Ensuite, ligne horizontale, puis comportement, etc. OK, donc on va discuter ce qui se passe à tous ces points-là. Donc, ce point-là est spécial. C'est le point critique du gaz. Donc, dans toute la région en haut de ce point critique, on a un gaz à toute pression et à tout volume. À la température critique, on a encore toujours un gaz. On a toujours un gaz. À la température inférieure à TC, on a une région où c'est un gaz. Pardon, on n'a pas bien nommé. On a une région qui est un gaz. On a une région dans laquelle on a la condensation. Puis en principe, à gauche, on a un liquide. Dans ce cas, c'est un solide. Mais la matière condensée, donc disons liquide. Donc, on va mettre plusieurs points, puis on va dire ce qui se passe. On va commencer de l'autre côté. A, B,
C, D, E. OK, donc au point A, c'est complément gaz. Complément gazeux. Pas de liquide. Pas de condensation. Au point B, on a le gaz qui commence à condenser en liquide. Au point C, on a un mélange gaz liquide. Encore une fois, pour CO2, ça sera un mélange gaz solide. Au point D, tout le gaz a été converti en liquide pour CO2 solide. Donc, la condensation est complète. Puis, au point E, c'est complément liquide et le comportement entre pression et volume est beaucoup plus penché. Pour changer le volume, il faut vraiment changer la pression. Pour des petits changements de volume, le changement en pression est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile à compresser un solide ou un liquide qu'un gaz. OK. Il y a une autre valeur qui est particulière. Donc, ici, c'est une ligne horizontale. Si on continue cette ligne-là juste ici, cette valeur-là, c'est la pression de vaporisation pour la température qui définit l'isotherme. Donc, la pression de vapeur pour la température définie par l'isotherme particulier. Bien entendu, pour un isotherme différent, disons celle en bas, la pression de vapeur est différente, ce sera plus bas. Bon, donc en gros, c'est le diagramme de phase pour une condensation gaz liquide, ou dans ce cas gaz solide. À très haute température, on a le comportement d'un gaz parfait. Quand on diminue la température, on tend vers une isotherme qui est critique. Et il y a un point critique qui est là, où on a un volume molaire critique, puis une pression critique. Donc, le point critique est défini par PC, VC et TC. À cette température-là, on a encore toujours un gaz pour toute pression et pour tout volume. À des températures inférieures à cette température-là, on aura de la condensation. Bon, donc, en résumé, dans cette leçon, on a vu un premier traitement d'un gaz réel en utilisant le facteur de compression. Le facteur de compression est empirique. On ne peut pas prédire sa valeur. Il faut soit le mesurer ou le modéliser. Ensuite, on a vu la température de Boyle, ce qui est la température à laquelle le coefficient qui se trouve en premier après 1 dans une série, dans les équations virielles, vont disparaître. À cette température-là, on a le comportement d'un gaz parfait pour une région de pression un peu plus grande. Finalement, on a regardé la condensation d'un gaz en solide ou liquide, ce qui est ce diagramme de phase. Dans la prochaine leçon, on va voir un modèle particulier. Donc, ce n'est pas la réalité encore, c'est un modèle particulier qui améliore sur le gaz parfait. Ça s'appelle le modèle Van der Waals, puis on va calculer son température de Boyle, parce que c'est prédit, il y a une température de Boyle pour ce modèle-là. Puis on va regarder le comportement de condensation pour ce modèle-là.